OK, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. On continue sur l'éthique et spécifiquement, je parlais de la déception dans le cadre de la dernière capsule qui a coupé assez vite, mais c'est comme ça. Donc, cette déception-là dont je parlais, on peut se demander, est-elle éthique? OK. Et peut-être qu'on devrait se demander à partir de quel point est-ce que la déception rentre dans le non-éthique et à partir de quel point est-ce qu'elle est correcte. Et c'est pas clair. C'est beaucoup une négociation. Euh, les chercheurs doivent, d'un certain côté, s'assurer que la déception maintient quand même les principes de respect des participants, ok, en les informant des activités de l'étude, des buts de l'étude, de qu'est-ce qui va se passer, mais sans leur donner de l'information qui compromet le projet. Une des façons de s'en tirer, c'est de décrire le projet de manière un peu floue au début, s'assurer qu'on traite très bien les participants pendant, puis à la fin, revenir et dire aux participants, bon, maintenant que vous avez fini, le vrai but du projet, c'était telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Est-ce que vous êtes correct pour qu'on utilise vos données ou non? Et le participant peut dire, maintenant que je sais c'était quoi, non, je veux pas. Et vous n'avez rien à dire par rapport à ça. C'est complètement normal. Ça arrive très rarement, toutefois, je dois dire. Parce que les participants n'aiment pas sentir qu'ils ont perdu leur temps d'avoir fait tout ça puis leur dire non, utilise pas mes données. Mais ça peut arriver. Donc, même s'il y a déception, on doit maintenir le respect des participants. On doit les informer des activités de l'étude à un moment, le plus possible au début, mais souvent après, des risques et des bénéfices. Okay. Et on doit, le plus important, respecter le principe de bienveillance. Okay. On doit se demander, est-ce que cette déception-là, elle ajoute plus de mal que de bénéfices? Mais dans le cadre de Milgram, on peut voir qu'elle ajoutait énormément de mal. Mais on peut se débattre par rapport aux bénéfices. Certaines personnes font l'argument que le fait qu'on a plus de connaissances scientifiques après une recherche l'emporte sur le fait de mentir temporairement aux participants. C'est un argument. C'est un peu comme la fin justifie les moyens. Ben, non, c'est plutôt comme les, les moyens sont moins pires sont pas si pires que ça pour ce qu'on obtient à la fin, dans le fond. C'est de dire, oui, temporairement, on ment aux participants. OK, oui, c'est pas éthique de mentir temporairement, mais on leur dit la vérité une fois que tout ça est fini. On s'assure maintenant qu'ils savent la vérité. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait que leurs données, leurs réponses soient utilisées ou non? Puis on a quand même fait le plus possible pour diminuer, pour les rendre le plus confortable possible pendant l'étude. Donc ça en vaut la peine. Si on n'avait pas ça, la science avancerait jamais, la psychologie avancerait jamais. C'est un argument. Euh, En général, on essaye d'éviter la déception si c'est pas nécessaire. Il y a des projets qui vont arriver devant un comité d'éthique où est-ce que la déception n'est pas vraiment nécessaire. Ça rajoute rien, ça protège contre rien dans un certain projet. Donc, le comité d'éthique ici serait dans ses droits de dire, ben, pourquoi vous faites de la déception? Pourquoi vous ne dites pas tout de suite aux participants telle affaire? Pourquoi vous leur mentez par rapport à ça? Ça ne sert absolument à rien dans votre projet. Et là, ça serait correct, ça serait même bien de ne pas l'utiliser, cette déception-là. Mais souvent, la façon dont on s'en sort, lorsque c'est nécessaire de faire de la déception, c'est de faire ce fameux debriefing à la fin. Toute étude à la fin où il y a eu de la déception, soit par omission ou commission, devrait avoir un debriefing où est-ce qu'on informe les participants de c'était quoi les buts de l'étude, c'était quoi qu'on voulait voir, euh, et pourquoi qu'on a fait telle affaire, et ainsi de suite. Pour que finalement, le participant comprenne. Ah, ok, c'est beau, je comprends pourquoi vous avez fait ça. Cela dit, il y a un risque à ça. Il y a un risque que si je fais un participant, puis là, je le debrief, puis là, il comprend c'est quoi le but, puis tout ça. Bon, ces données sont valides à lui parce qu'il ne savait pas c'était quoi le but, fait que les données n'étaient pas biaisées, puis il accepte que j'utilise ces données, donc ça va bien. Mais là, il y a un risque, surtout si c'est comme j'expérimente, par exemple, dans une université, par exemple. Mais il y a un risque que lui, à dire à ses chums, hey, il y a une étude où tu peux te faire 5$ en participant, c'est cool, puis le but c'est ça, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis là, ses amis disent, ah, ok, je vais participer. Mais là, eux, maintenant, ils savent c'est quoi les buts de l'étude parce que il leur a parlé des buts de l'étude. Et donc, parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit debriefing qui n'est pas parfaitement complet. On s'assure que la personne va bien, qu'elle est correcte. Puis on leur dit, une fois le projet terminé, on va dire à tout le monde c'était quoi le but.
OK? Puis on demande sur un formulaire de consentement, par exemple, on demande aux gens de laisser leur adresse courriel pour qu'on puisse leur envoyer par courriel une description de finalement c'était quoi le but, c'était quoi qu'on a trouvé, et ainsi de suite. OK? Pour pas contaminer, si on veut, on appelle ça contaminer, là, dans le sens où les participants diraient à d'autres participants potentiels c'était quoi le but de l'étude, et ainsi de suite, et ça viendrait biaiser les données. Il y a d'autres personnes qui prennent la ligne dure par rapport à ça, puis qui considèrent que la déception devrait jamais être utilisée. C'est probablement des personnes qui font de la recherche qui n'en ont pas besoin de déception. Parce que la déception, comme je vous dis, c'est pas comme on fait ça par plaisir pour mentir aux participants, c'est qu'on fait ça pour que les données soient valides, pour que les données soient pas biaisées. Et c'est éthique aussi ce n'est pas éthique, comme je vous dis souvent, là, de demander à un participant de faire un projet si on sait d'avance que les données vont être biaisées. Donc, mais il y a des gens quand même qui considèrent que la déception diminue le niveau de confiance de la population envers la recherche et qu'elle ne devrait jamais être utilisée. Il y a d'autres personnes qui ont pris une approche extrêmement intéressante, qui a été d'aller demander aux principaux intéressés. D'aller demander, par exemple, comme il y a beaucoup de recherches qui se fait sur les universitaires en psychologie, énormément de recherches, fait qu'on est allé demander aux étudiants universitaires, qu'est-ce que tu penses de la déception? Qu'est-ce que tu penses que parfois tu vas faire des études puis on va pas tout te dire, ou on pourrait même te mentir, et ainsi de suite. Et en grande majorité, les étudiants tolèrent un certain montant de déception, de stress et d'inconfort, et ils considèrent que ces éléments-là sont nécessaires à la recherche. Donc, il semble que les principaux intéressés n'ont pas vraiment de problème à ce niveau-là. Ce qui, moi, me rend plus confortable dans l'idée que j'utilise parfois dans mes recherches de la déception. Jamais vraiment de la commission, plus souvent de l'omission pour ma part. Je ne vais pas tout dire parce que sinon ça ruinerait le projet. Et les participants aussi, non seulement en général, mais du moins les étudiants universitaires, ils considèrent donc la déception comme nécessaire à la recherche, mais en plus, ils trouvent que même si cette déception est stressante parfois, l'effet négatif est vraiment diminué par une explication approfondie lors de la session de debriefing. Donc, la majorité des gens dans ces sondages-là ont répondu que même si je suis en détresse pendant l'étude un peu, si à la fin je comprends c'était quoi le but, c'était pourquoi, c'est beau, c'est correct. T'sais? Donc, les participants semblent être vraiment corrects avec l'idée de la déception, du moment que c'est bien fait. OK? Alors, ce fameux debriefing-là, on peut en parler un peu. Okay? Au cours d'un debriefing, vous devez parler avec chaque participant, un à la fois, là, évidemment. Le but du debriefing, c'est que vous allez décrire la nature de la déception, vous allez décrire comment on a fait de la déception sur eux, expliquer pourquoi on l'a fait, okay? Pourquoi c'est important pour le projet. C'est généralement là où les gens vont comprendre. Mais il faut que vous mettez l'accent sur l'importance l'importance, ça se dit de leur recherche ici, mais je veux dire, oui, il faut que vous expliquiez aux participants que la recherche que vous avez faite est très importante, en vous assurant donc que vous essayez de maintenir un lien de confiance avec les participants. Il faut aussi expliquer aux participants que sa contribution à cette étude-là, en ayant été participant, c'est vraiment apprécié, puis il a vraiment aidé la psychologie parce que c'est avec des participants qu'on teste des nouvelles théories, puis des nouvelles hypothèses, puis qu'on avance dans notre compréhension de l'être humain, et ainsi de suite. Okay? Et donc, si vous faites tout ça, généralement, les participants sont bons, là, ça va, ils sont corrects. Okay? Évidemment, tu sais, on parle d'études assez simples. Là. Si vous avez donné des chocs aux participants ou des trucs comme ça, ben là, peut-être qu'ils vont dire non, mais je m'en fous de la science. Tu m'as vraiment fait mal, puis je t'avais dit non, puis tu m'avais pas dit qu'il allait avoir des chocs, et ainsi de suite. Tu sais, là, ce sera un cas plus clair que c'est comme non, ça fonctionne pas. Mais bon, la plupart du temps, si vous expliquez les choses aux participants, ça va. Le debriefing est aussi intéressant au niveau éducationnel parce que c'est souvent une chance pour le participant de mieux comprendre comment ça se déroule la science psychologique, comment on fait de la recherche en psychologique, et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine valeur au debriefing pour les participants aussi. Même les recherches qui n'utilisent pas vraiment la déception ont quand même une forme de debriefing. Ben, je devrais dire en fait qu'ils n'utilisent pas la commission.
si on fait une recherche simple, puis on ne dit pas tout par rapport au but de l'étude aux participants parce qu'on veut pas que ça ruine les résultats, mais on leur ment pas. On leur ment pas. Donc, on ne fait pas de la commission de la déception forte. On a quand même à la fin une certaine forme de debriefing. Très souvent, comme je disais tantôt, ça va prendre la forme d'une lettre qui est envoyée, soit par courriel, ou dans le temps c'était physiquement, là, qui est envoyée une fois que l'étude est fermée, que tous les participants qu'on voulait ont participé. Okay? Et cette lettre-là va décrire les buts, les hypothèses, avec une courte section bibliographique même, parce qu'il y a peut-être des participants qui sont intéressés à en savoir plus. Alors, on leur donne des bibliographies pour savoir plus, des références. Comme je vous dis, très souvent, cette lettre va être mise plus tard, à la fin du projet, pour éviter qu'aucun participant informe d'autres participants futurs des buts et des hypothèses, ce qui viendrait contaminer l'affaire puis biaiser les résultats de tous les participants prochains qui auraient entendu ça. Et une fois que le projet est terminé, chaque participant devrait avoir le droit de lire un court résumé qui inclut les résultats de l'étude. Donc, les participants ont le droit de savoir c'était quoi les résultats. Ils n'ont pas le droit de savoir qui a participé, mais en général, c'était quoi les résultats qui ont émergé de cette étude-là. Ça, c'est vraiment important à faire parce que ça établit un bon lien de confiance avec les participants. Les participants vont être prêts à revenir pour d'autres études plus tard si on sait qu'on a respecté on les a respectés au niveau éthique et en plus, on les a informés par la suite de tout ce processus-là. On leur a donné un résumé de ce qu'on a trouvé, on les remercie, on leur fait comprendre qu'ils ont vraiment contribué. C'est une très bonne approche à utiliser. Okay? Et c'est ça. Ce qui est important, c'est que en plus de ça, cette approche-là familiarise les participants avec la recherche en psychologie. Ce qui est bien, parce qu'on veut que les participants soient familiarisés avec la recherche en psychologie. Et en plus, ça leur permet de comprendre comment leur participation a été vraiment utile dans un contexte plus large. Et ça augmente les chances qu'on va avoir des participants la prochaine fois. Si on traite mal les gens, puis on leur dit rien, les gens ne vont pas vraiment vouloir revenir pour d'autres études. Maintenant, on va changer de direction un peu. Jusqu'à date, je parle de la notion d'éthique en recherche en parlant beaucoup du côté des participants. Okay? Comment traiter les participants. Mais il y a des enjeux éthiques qui ont lieu après la collecte des données, une fois que la participation est terminée. Okay? Il y a des enjeux éthiques au niveau de comment on analyse les données. Il y a des enjeux éthiques même au niveau de comment on publie les résultats dans les journaux scientifiques. Je vais vous donner un exemple. Il est considéré éthiquement correct, de publier ces résultats dans un journal scientifique. Pourquoi? Parce que les participants ont donné de leur temps pour le bénéfice de la recherche. Donc, si tu fais une recherche avec comme but de ne jamais publier ça, c'est non éthique. Parce que tu as absolument perdu le temps des participants. Ça ne sert à rien, tu ne fais pas avancer la recherche. Tu as demandé des choses aux participants pour absolument rien. Okay? Donc, même si tu as super bien traité les participants, ça serait non éthique, une fois tout ça fermé, d'avoir fait ça dans le but de ne jamais publier ça. Ou de ne jamais essayer, du moins, de le publier. Okay? Mais si tu essayes de le publier, il y a aussi des aspects éthiques. Il y a aussi des aspects éthiques pour vous en tant que chercheur puis personne qui écrivez cet article scientifique-là maintenant. Okay? Vous devez faire preuve de justesse dans la manière dont vous traitez les données, dont vous traitez les sources bibliographiques lorsque vous écrivez un article. Il y a toutes sortes d'enjeux éthiques qui ont lieu lorsqu'on rapporte des données dans le cadre d'un article scientifique. Ce qu'on va faire maintenant dans la prochaine capsule, c'est qu'on va regarder on va se pencher sur l'inconduite en recherche, la mauvaise conduite en recherche de la part des chercheurs, mais au-delà de
de maltraiter les participants. C'est quelque chose de complètement différent. Donc, on commence dans la prochaine capsule.